Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Jusqu'à 35 degrés à l'ombre, la Belgique a eu chaud ce samedi. On a atteint un pic de chaleur. On fera le point à l'Institut Royal Météorologique en direct. Ce sera avec Daniel Walter. Et beaucoup ont cherché à se rafraîchir aujourd'hui. Pas toujours dans des zones de baignade autorisées, ce qui n'est pas sans risque, vous le verrez. D'autres préfèrent se réfugier dans des endroits climatisés. Les climatiseurs rencontrent d'ailleurs un succès considérable, ce qui a des conséquences sur le réchauffement climatique. À l'étranger, l'Ukraine n'organisera pas le prochain concours Eurovision de la chanson, et ce malgré sa victoire cette année. Tout ça pour des raisons de sécurité. L'Ukraine conteste cette décision. Et puis cette vaste reconstitution de la bataille de Waterloo, une première depuis la pandémie, une première très attendue. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Il a fait chaud, très chaud même aujourd'hui, jusqu'à 35 degrés, ce qui a poussé beaucoup d'entre vous à chercher des lieux de baignade, pas toujours autorisés d'ailleurs. Reportage Guillaume Wolf, Eric Destiné. Pour y accéder, il faut passer à travers la haie, escalader de grosses pierres, éviter les barbelés. Nous sommes dans une ancienne carrière près de Charleroi. Le site est privé, interdiction d'y pénétrer et pourtant plus de 200 personnes y prennent le soleil cet après-midi. C'est connu ici comme endroit ? Quand même assez, il y a du monde, donc c'est que c'est quand même connu. Pas de surveillance, encore moins de maîtres nageurs ou de sauveteurs. Les gens se baignent, d'autres escaladent la falaise pour sauter d'encore plus haut. On a combien de mètres là ? Presque 15 moi je pense. 15 mètres ? Ouais. C'est pas trop dangereux ? Non, c'est pas. C'est ça. Et pourtant, ces dernières années, plusieurs personnes sont mortes ici, notamment à cause de chocs thermiques. La plupart des gens savent que la baignade est interdite, mais elles s'y rendent malgré tout. C'est interdit, normalement, tu vois. On était à la piscine, alors il faut réserver à vous et tout, on venir ici, tu vois. Et voilà quoi. La police locale passe de temps en temps, mais elle est bien incapable d'empêcher les entrées dans ce lieu. Malgré le risque d'amende, certains baigneurs viennent de Bruxelles ou de Flandre à la recherche d'une zone de baignade. Il faut dire qu'un jour comme aujourd'hui, les 25 zones de baignade autorisées en Wallonie sont prises d'assaut, comme on le prévoyait ce matin au lac de l'Odeur. Je pense qu'une fois qu'on passe les 25 degrés, de facto, les plages vont être remplies. Donc il va y avoir du monde, je dirais même un peu trop de monde. Voilà. Et pour gérer ce monde dans ce lieu de baignade, 3 maîtres nageurs qui surveillent les lieux. Surtout bien ouvrir les yeux. Les enfants, c'est le principal. C'est souvent là qu'il y a le plus de risques de noyade dans des petites profondeurs. Au final, c'est là qu'il faut faire le plus attention. Ils tombent vers l'avant, ils ne savent pas se retourner. Donc ça, c'est un gros problème. Les personnes âgées, ne pas hésiter à bien s'hydrater et surtout mouiller sa nuque avant de rentrer dans l'eau. Je pense que c'est important pour éviter l'hydrocution qui arrive assez fréquemment. Malgré tout, les lieux de baignade wallons, qu'ils soient autorisés et surveillés ou interdits et dangereux, ont fait le plein ce samedi. Oui, vigilance donc, d'autant qu'on a appris le décès de 2 personnes cet après-midi à la côte, à Blankenberg. Elles nageaient dans une zone non surveillée. Et on a enregistré aujourd'hui de nombreux records de température. Par exemple, à Chièvre, 34,8 degrés. On va en parler avec Daniel Walter. Daniel, vous êtes à l'Institut Royal Météorologique et en bien des endroits, il n'avait jamais fait aussi chaud un 18 juin. Effectivement, on a eu chaud et il fait encore très chaud. Et j'ai quelques données à vous proposer. Plus 34,5 degrés aujourd'hui à Marchand-Famenne et à Rochefort. Plus de 34 degrés à Torny dans le sud du pays, en Gaume et à Sprimont du côté de Liège. Alors qu'il ne faisait entre guillemets que 25 degrés à Coxyde. Ici, vous l'avez dit, je me trouve à l'IRM, à Uccle, juste devant les instruments de mesure. Et là aussi, on a enregistré un nouveau record de chaleur puisque le thermomètre est monté jusqu'à 32,6 degrés. On va commenter tout ça avec un météorologue qui est à mes côtés, Pascal Mormal. Bonjour. Est-ce que ce sont des valeurs exceptionnelles ? On peut effectivement parler de valeurs exceptionnelles, puisque normalement, les maxima du 18 juin tournent autour de 21,5 degrés dans le centre du pays. Or ici, on est 11 degrés au-dessus de cette valeur, donc c'est vraiment considérable. Ce sont vraiment des températures très élevées par rapport à ce moment de l'année, donc puisqu'on est encore seulement qu'à la mi-juin. Et d'autant que ce n'est arrivé qu'une seule fois depuis 130 ans, depuis qu'on mesure.
Oui, effectivement, on a seulement une situation où on a dépassé ce seuil. C'était donc le 7 juin 1996. Et à l'époque, on avait atteint 32 degrés et 9 dixièmes. Mais voilà, c'est la deuxième fois qu'on a une telle valeur si tôt dans la saison. Comment vous l'expliquez ? Alors ici, c'est finalement une situation en soi assez classique. Donc c'est de l'air très chaud d'origine subtropicale qui remonte d'Afrique du Nord. Et cet air très chaud a été favorisé par une petite dépression d'altitude, donc une goutte froide située au niveau de la péninsule ibérique et qui a agi un petit peu comme un booster. Et donc qui a permis à cette chaleur de finalement remonter jusqu'à nos régions. Alors qu'est-ce que cela dit ? Est-ce que cela témoigne d'un changement de climat ? Alors il faut toujours être prudent quand on parle d'un événement ponctuel. Mais ce qu'on constate quand même maintenant avec une vraie régularité depuis quelques années, c'est vraiment la multiplication des phénomènes de chaleur, de pics de chaleur, de vagues de chaleur, aussi bien au niveau de leur intensité que je dirais de leur aspect précoce. C'est-à-dire que maintenant, parfois, on rencontre des températures de 30 degrés début juin. Et aussi plus tard dans la saison. On peut encore avoir des jours de canicule jusqu'au 15 septembre. Il suffit de se rappeler le 15 septembre 2020 où on avait enregistré ici 34 degrés et 3 dixièmes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Oui, quelque part, on ne peut pas nier que c'est quelque chose de vraiment préoccupant. Et j'ai envie de dire, c'est même préoccupant plus que ce que certains modèles indiquent. On voit qu'aujourd'hui, on est dans une phase de réchauffement climatique qui est encore plus importante que ce qu'on pouvait imaginer, je dirais, à l'échelle de 10 ou 15 ans. On est presque déjà dans ce cas de figure à l'heure actuelle. Pascal Mormal, merci. Alors vous avez eu très chaud aujourd'hui, rassurez-vous. Demain, les températures chutent de 12 degrés. Heureusement, merci beaucoup Daniel et merci à votre invité. En attendant, avec ces températures, l'accès à l'eau est un enjeu vital, notamment pour les populations vulnérables comme les personnes sans abri. Reportage à Bruxelles de Sylvia Falcinelli. Vous ne les aurez pas croisés sur cette place dans la journée. Karine, Michel et bien d'autres personnes sans abri des alentours sont venues chercher un peu de fraîcheur à l'intérieur dans les locaux d'une ASBL. Aujourd'hui, ils reçoivent aussi de l'eau en bouteille à volonté. C'est inhabituel. D'habitude, nous proposons de l'eau froide d'une fontaine. Mais comme il fait vraiment très très chaud maintenant, il est important pour les personnes de pouvoir emporter de l'eau. Quand nous allons fermer tout à l'heure, c'est plus difficile pour les personnes de pouvoir s'hydrater. Un geste bienvenu, car les températures sont difficiles à supporter toute la journée dans la rue. Sortir est à la limite du possible, car mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dès que vous sortez, vous avez les rayons du soleil qui vous tapent dessus et on a l'impression de s'effondrer, quoi. Pour moi, c'est dur. En fait, je suis quelqu'un de malade, de problèmes de santé. Je suis de tension, malaise, crise. Et bien souvent, je me retrouve à l'hôpital. À cause de ce temps-là, c'est plus possible. Pour la responsable de l'ASBL, la société sous-estime les difficultés pour les personnes sans abri en dehors des périodes de grand froid. On a tendance à associer le sans-abrisme uniquement à la période hivernale, alors qu'en fait on sait que c'est difficile toute l'année pour les personnes qui vivent en rue, et particulièrement aussi l'été. Il y a autant de morts par exemple l'été que l'hiver. C'est des chiffres qui ne sortent pas suffisamment souvent pour pouvoir sensibiliser aussi le grand public et les autorités. Dehors, il n'est pas toujours évident de repérer les fontaines d'eau potable. Alors cela fait des années que les infirmiers de rue les cartographient. Au total, Bruxelles en compte une petite centaine avec de grandes disparités. On voit qu'il y a des communes où il y a différentes de ces fontaines, mais malheureusement on remarque aussi qu'il y a quelques communes où il n'y a pas du tout en fait de fontaines publiques. Il y a certainement un enjeu de conscientisation parce que c'est un droit humain quelque part, avoir accès à de l'eau potable, de l'eau saine. Aujourd'hui, la volonté politique est ceci dit bien présente. Dans la capitale, le nombre de fontaines d'eau potable va plus que doubler d'ici 2025 au bénéfice de toute la population. Dans la suite de ce journal, nous retournerons à Beaurain, un an après le passage de la tornade qui a ravagé la localité. Les fabricants de glaçons, eux, se frottent les mains en cette période de forte chaleur. Reportage dans un instant. Et puis on vous expliquera pourquoi une chanson de Kate Bush de 1985 se retrouve à nouveau au sommet des hit-parades. Rendez-vous en fin de journal. Mais tout d'abord, ce triste épilogue. Le corps du journaliste britannique disparu il y a 2 semaines au Brésil a été formellement identifié. 3 suspects ont déjà été arrêtés, mais beaucoup de questions demeurent. Le récit, Manuel Haas et Eric Destiné. La vallée de Javari, au cœur de l'Amazonie, un des plus grands territoires indigènes du Brésil. C'est là que les restes du journaliste britannique Dom Phillips avaient été retrouvés mercredi. Ils viennent d'être formellement identifiés.
Dom Phillips a été tué, tout comme son compagnon de voyage Bruno Pereira, un expert des peuples indigènes. Les deux hommes enquêtaient sur la préservation de l'environnement dans cette région devenue particulièrement dangereuse. It was an area he'd travelled in with Bruno before, but of course things have changed since Bolsonaro's been in power, and the rights of the indigenous people have been rolled back, and it's a green card for illegal logging and mining and fishing, and so we were aware there were risks. Le meurtre des deux hommes a bouleversé les peuples indigènes du Brésil, car Dom Phillips a interpellé aussi les autorités politiques. Comme ici, en 2019, face au président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Comment, Monsieur le Président, avez-vous l'intention de montrer au monde que ce gouvernement est vraiment et sincèrement concerné par la préservation de l'Amazonie ? 3 suspects ont été arrêtés, un 4e est toujours recherché, mais la police indique que ces hommes auraient agi seuls, sans commanditaire. Une version contestée par le représentant des peuples indigènes de la région. Je ne suis pas d'accord avec la police fédérale. Cela me fait penser qu'ils veulent éviter toute forme de responsabilité. L'association soupçonne l'action délibérée d'une organisation criminelle qui aurait voulu faire taire le journaliste et l'expert. Le 15 mai dernier, l'Ukraine remportait le concours Eurovision de la chanson, notamment grâce au vote du public. La tradition veut normalement que le gagnant organise l'événement l'année suivante. Ce ne sera pas le cas pour des raisons de sécurité. Une décision dénoncée par l'Ukraine. Radon El Baroudi, Stéphanie Lepage. 14 mai dernier, à Turin, le groupe ukrainien Kalush gagne l'Eurovision avec sa chanson Stefania. Ils remportent par la même occasion l'opportunité pour leur pays d'accueillir le concours en 2023. Mais douche froide, vu le conflit en Ukraine, l'Union européenne de la radio-télévision en a décidé autrement. Après une analyse objective, le conseil d'administration a conclu avec un profond regret que, compte tenu des circonstances actuelles, les garanties de sécurité et de fonctionnement requises ne peuvent être remplies. Une décision qui peine certains Ukrainiens, comme Alexandra, Yaroslav et Natalia, même si ces musiciens en herbe et leurs professeurs en comprennent aussi les raisons. Je suis bien sûr très déçue, mais j'espère que l'année quand on va gagner, c'est l'année qu'on pourrait le refaire à l'Ukraine. C'est très triste car nous avons gagné et on méritait d'accueillir le concours l'an prochain. On espère que la situation se résolve rapidement. Un jour, on gagne, on reconstruit notre pays et un jour, l'Eurovision va revenir chez nous. Habituée de l'Eurovision, l'Ukraine a déjà accueilli le concours en 2005 et 2017. Les autorités ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement quant à la décision prise. Nous réclamons des négociations supplémentaires. Nous exigerons de changer cette décision, car nous croyons que nous pourrons tenir tous les engagements que nous avons pris. Nous avons fourni des réponses et des garanties sur les normes de sécurité. Accueillir l'Ukraine demande aussi un travail colossal. Pour cette productrice qui connaît bien le concours, il faut 1 an de préparation. Il y a toute une équipe qui est dédiée à l'Eurovision et qui ne peut pas faire autre chose et qui ne peut pas se permettre à un moment donné de dire « Ah, on est obligé d'interrompre 2 mois pour une question de sécurité ou pour une question de l'endroit, le hall où on va faire le spectacle a été détruit, il faut le reconstruire. » Donc c'est une grosse équipe de centaines de personnes qui doivent travailler tous les jours pendant 1 an. Des négociations sont en cours avec la BBC pour accueillir le concours l'an prochain. L'artiste anglais s'étant classé 2e à Turin. C'était il y a 1 an. La localité de Borin était traversée par une violente tornade. Presque une centaine de maisons sinistrées par des vents d'une rare violence. Mais par miracle, aucune victime. Nous sommes retournés sur place et vous allez le voir, pour certains, cette tornade n'est pas qu'un mauvais souvenir. Jean-Paul Hans, Isabelle Husson et Benjamin Ndoum. Ce dimanche-là, Borin, assommé, se réveille au beau milieu d'un champ de bataille.
Des arbres couchés, des câbles au sol, des tôles enroulées autour des arbres. Quand on voit les dégâts partout, il y aurait dû avoir des blessés, des tués. Or, on est toujours là. L'entrée du village semble avoir été bombardée. La localité a été traversée par une tornade de niveau 2. Ça a duré 10 secondes. 10 secondes, pas plus. Le plus impressionnant, c'est le bruit. Moi, personnellement, je ne l'oublierai jamais. Ce soir-là, ce resto du village affiche complet. La soirée se termine, filmée par les caméras de surveillance, pas mal de clients en terrasse, quand soudainement, le vent se lève, c'est la panique. Les chapiteaux, les tonnelles, à ce moment-là, on était encore sous le confinement et avec les extérieurs qui tournaient à 100%, avec des tonnelles qu'on avait montées devant. Et sur le moment, en 30 secondes, tout s'est envolé. Il n'y avait plus de chapiteaux, il n'y avait plus de tonnelles, il n'y avait plus de tables, de chaises, tout était cassé. Le lendemain matin, après une courte nuit, les Borinois découvrent l'ampleur de la catastrophe. La maison de ce couple était l'une des plus touchées. On ne savait tout simplement pas sortir de la maison parce qu'il y avait des débris de toit, du voisinage, la voiture qui était rentrée dans le garage. On ne savait même pas sortir de la maison. À l'intérieur, les carreaux avaient été cassés, donc il y a des morceaux de verre partout. Chez certains, les travaux se terminent. Chez Michel, par contre, c'est toute une vie qu'il faut désormais reconstruire. Ben voilà, donc voilà ce qui reste de ma maison. Trop endommagée, l'habitation qu'il occupe depuis 40 ans n'a pas pu être sauvée. C'est toute une partie de vie qu'il faut reconstruire. Oui, ça fait 40 ans que j'étais dans ma maison et j'étais pensionné depuis 1 an à peu près. Et comme on avait eu l'année du Covid et qu'il avait fait super beau, j'avais fait pas mal de choses dans la maison. C'est ça qui est un peu triste, mais voilà. Donc on repart, voilà, on recommence. La tornade a traversé toute la localité. Sur son passage, le hall sportif de cette école secondaire n'a lui non plus pas résisté à la force des vents. 1 an plus tard, une infrastructure provisoire permet enfin d'assurer les cours, mais la directrice attend désormais un coup de pouce de l'Europe pour reconstruire un bâtiment définitif. On a la location du chapiteau, donc pour une durée de plus ou moins 2 ans, parce que je compte vraiment sur le politique pour avoir notre plan de relance européen pour pouvoir commencer nos travaux au printemps 2023. Pour beaucoup d'habitants, cette tornade est désormais de l'histoire ancienne. Mais pour d'autres, elle reste un traumatisme. Plusieurs maisons sont encore inhabitables. Certaines ont carrément été désertées par les propriétaires. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Pascal Laroche, suivi de votre série Meurtre à Sandam et d'un retour sur le 69 minutes sans chichi consacré à la chanteuse Alice on the Roof. Excellente soirée sur la Une et à demain, 13h.